je vais vous parler d'arbitrage de M&A et du fonds OFI Riscarb Absolu. Alors c'est un fonds, je vais aller directement dans le cœur du sujet, qui se différencie des fonds de l'univers de l'event-driven, de la performance absolue event-driven, par deux principaux piliers qui sont en fait l'architecture de ce fonds de Riscarb. Le premier, c'est on investit. Alors, je vais vous en parler rapidement et je vais revenir sur chacun des points parce que je crois que c'est vraiment la cartographie de notre fonds. On investit uniquement sur les opérations, excusez-moi, de M&A annoncées. Pas de rumeurs, pas vraiment que ça, pas de long short, que de l'arbitrage de fusion-acquisition annoncé. C'est combiné à un processus de gestion prudent. Et le tout a abouti à un produit qui a des rendements récurrents tout en ayant une volatilité faible et une corrélation très faible à l'ensemble des classes d'actifs traditionnelles. Donc c'est ce produit-là et c'est ces trois points-là finalement qu'on va détailler dans la présentation. Alors avant de vous parler du produit, laissez-moi quelques minutes vous parler de l'équipe. Donc j'ai mes deux adjoints qui sont dissimulés incognito dans la salle, donc au premier rang, là, sur ma gauche. Je pense qu'on peut dire que c'est la plus vieille, pas par l'âge, hein, mais équipe de gestion de la place sur cette thématique-là. On travaille ensemble depuis 2004, ça fait 12 ans d'expérience. Alors, ce n'est pas, pour reprendre un slogan bien connu, 12 ans d'expérience qui font toujours la différence. L'idée, c'est de vous dire qu'on a traversé ensemble plusieurs cycles. Alors, des cycles d'euphorie et des cycles plus difficiles. Et en fait, ensemble, on a construit une histoire, on a construit un produit. C'est ce produit qu'on vous présente aujourd'hui. C'est très important pour nous. Alors, on a aussi beaucoup progressé au travers de white paper, donc des papiers de recherche qu'on publie à peu près tous les ans. On a publié notre 7e white paper au début du mois d'avril qui porte sur le risque du Riscarb et Solvency 2, Solvabilité 2. Donc je vous invite à le consulter et à nous suivre sur Twitter. Voilà, on est assez actifs et ça vous permet de suivre les nouvelles sur le M&A et sur la thématique. Donc je vous disais, 12 ans d'expérience commune et on n'est pas arrivé day one avec un produit qui est celui que je vous présente aujourd'hui. Finalement, on a construit une histoire et on a construit un produit et je vais vous montrer, le produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ces 12 ans de travail ensemble. Alors le fonds a été lancé en 2004 avec le droit, comme beaucoup des fonds de l'époque et encore beaucoup de fonds aujourd'hui, d'avoir 20% d'event-driven. Ces 20% d'event-driven nous ont compté un drawdown très important en 2008, donc 11,7% de drawdown, qui s'explique uniquement par notre poche event-driven. La poche M&A, la poche arbitrage de fusion-acquisition, était alors positive d'à peu près 1%. Donc après ce drawdown, nous nous sommes dit, nous avons travaillé ensemble, et on s'est dit finalement, le reproche que vous, clients, faites à l'alternative, c'est d'être alternatif à pas grand-chose. Quand ça baisse, eh ben, nos performances baissent aussi. Donc, nous nous sommes dit, alors, supprimons cette poche d'event-driven. Ne faisons plus que du M&A annoncé afin d'avoir une performance décorrélée. Donc, on est reparti de notre point bas en faisant plus que du M&A annoncé et on a retrouvé nos points hauts. Et deuxième changement majeur dans notre processus de gestion, début 2013, en janvier 2013, l'échec d'une opération TNT UPS qui est bloquée par l'Union européenne. C'était une position sur laquelle l'équipe avait une très forte conviction. On a eu tort, l'opération s'est mal passée, ça a coûté un drawdown de 3,5% au fond. Là, nous nous sommes dit, quelle que soit la conviction de l'équipe, ça ne doit pas coûter 3,5% au fond. Donc en fait, nous avons mis en place des mesures de diversification et des mesures de prise en compte du downside. Concrètement, ça aboutit à quoi? On est passé d'un fonds qui gérait entre 20 et 25 positions à un fonds qui gère aujourd'hui entre 40 et 60 positions. Donc ça, ce fonds-là, c'est celui que je vous présente aujourd'hui et c'est le fonds qu'on gère depuis, finalement c'est le même fonds, hein, mais c'est la politique de gestion que nous avons depuis janvier 2013.
et jusqu'aujourd'hui. Et on voit l'aboutissement sur ce graphe, c'est que même dans des périodes compliquées comme on a eu l'année dernière, parce qu'il y a eu un taux d'échec important des opérations, et ben le drawdown est très limité. On ne parle plus que 1,5% avec un temps de recovery qui est beaucoup plus court. Donc voilà, c'est vous montrer qu'on a progressé, on n'est pas né parfait, j'ai envie de vous dire. Par contre, on tend, j'espère, à l'être maintenant. Alors voilà, concrètement, de quoi je vais vous parler? Alors je vais vous parler d'un exemple qu'on va suivre tout au long de notre présentation, qui est le rachat de SABMiller par AB InBev. Alors on a beaucoup hésité sur l'exemple à vous donner, parce qu'il y a énormément de fusions-acquisitions en ce moment. On voulait quelque chose qui était très parlant. Alors on doit vous avouer qu'on a hésité entre Allergan et Pfizer. Donc vous parlez de Botox et de Viagra à 9 h du matin, on s'est dit c'est un peu difficile, donc on va prendre la bière. Ça nous semblait beaucoup plus approprié. Donc voilà, un mariage dans la bière, AB InBev, donc c'est Budweiser qui rachète SABMiller. SABMiller a des marques moins connues, c'est Peroni. Donc c'est une offre en cash à 4400 pi. Alors concrètement, comment fait-on de l'arbitrage de fusion-acquisition? C'est assez simple, le sous-jacent c'est l'action. Donc dans le cas là d'une offre en cash, on achète juste la cible et on la porte jusqu'à l'échéance de l'opération où on est payé en cash. Donc on a juste une position acheteuse dans la cible. Dans le cas où c'est une offre en titre, on est acheteur de la cible, vendeur de l'acquéreur avec le ratio d'échange. Donc c'est pas plus compliqué, c'est la même chose en fait. Donc là on a pris un exemple en cash où on voit en violet le titre de SABMiller qui converge doucement vers le prix de l'offre, vers 4400 pi. Alors concrètement, nous ce qu'on fait, c'est ce que je voulais vous dire, nous ne faisons pas de rumeurs. Donc nous n'intervenons pas avant le 13 octobre 2015, c'est-à-dire l'annonce officielle de l'opération. Donc nous, on va jouer la partie qui est en grisé, en fait. Alors vous allez me dire finalement, vous n'êtes pas si malin que ça, parce que si vous aviez pu acheter en août 2015 à 2900 pi, eh ben on aurait gagné beaucoup plus d'argent. Certes, mais là on était dans de la rumeur. Donc finalement, on avait, c'était 50-50 quelque part, on ne savait pas. C'était un peu, voilà, c'était très préliminaire, il n'y avait pas de contrat. À partir du moment où il y a un contrat de mariage entre les deux sociétés, une annonce, une intention d'aller se marier pour de vrai, donc ça c'est le 13 octobre, on a 93% de chances que l'opération arrive au bout statistiquement. Donc certes on gagne moins, mais dans beaucoup plus de cas. Donc nous, notre positionnement il est très clair, on ne se met pas dans la rumeur, on va sur une opération officiellement annoncée, donc on ne rentre qu'à partir du 13 octobre 2015. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Je vous remontre, là c'est le même graphe, hein, c'est SABMiller. On voit bien qu'on a un changement de régime de volatilité entre avant et après l'offre. Avant, on a une action qui est volatile, comme le marché. Et post-offre, on a une action qui est beaucoup moins volatile, alors que, rappelez-vous, je vous parle quand même du dernier trimestre et du premier trimestre de cette année, on ne peut pas dire que les marchés ont été calmes. Donc on a vraiment on a eu une augmentation, Jean-Marie le disait, une augmentation de la vol sur toutes les classes d'actifs. Donc là, on voit bien que la vol s'est complètement tassée. Autre raison pour laquelle nous avons choisi d'intervenir après, c'est la décorrélation. Donc là, on vous a mis, ou la faible corrélation, devrais-je dire, on vous a mis l'Eurostoxx 600. Donc on voit la corrélation qu'il existe, par exemple en août, elle s'observe bien entre le marché et SABMiller. Et on voit une décorrélation. Alors dans ce cas, c'est vrai qu'elle est extrême. Il y a réellement une très grande décorrélation entre SABMiller et les mouvements de marché qu'on a pu observer, notamment en début d'année. Donc deux raisons phares pour lesquelles on investit uniquement sur des fusions-acquisitions, faible volatilité et décorrélation. Mais quelque part, ça ne nous résume pas ce que nous, on fait au quotidien. Parce que nous, on va donc jouer sur la partie annoncée, les 93% de cas, les 93%, on va essayer d'arbitrer trouver les 93%, excusez-moi, d'opérations qui vont arriver au bout. Mais donc, il y a plusieurs manières de le faire. On peut décider de rentrer que sur les opérations très risquées et avoir un rendement supérieur. Ou au contraire, rentrer que sur des opérations très safe, sans risque, et dans ces cas-là, avoir une opération, et dans ces cas-là, avoir un autre rendement.
Nous, on a décidé de regarder tout, mais de manière très prudente. Alors, je vais passer quelques minutes sur notre processus d'investissement, puisqu'en fait, nous avons mis la gestion du risque au cœur de ce processus. Nous commençons par regarder toutes les opérations qui sont annoncées dans le monde. Ensuite, on se concentre sur les pays développés. Pourquoi? Parce que dans les pays développés, il y a un code des fusions-acquisitions qui existe, qui nous protège et on ne peut plus faire n'importe quoi. Ensuite, on regarde les fusions-acquisitions liquides et arbitrables. Alors, qu'est-ce que j'entends par liquide? Ben voilà, vous savez, Ophi Risqué Absolu, c'est un fonds UCITS 3 à liquidité quotidienne, qui n'a jamais d'ailleurs suspendu sa liquidité, même en 2008. Donc, il faut quand même que mes sous-jacents, même si c'est des actions, restent liquides. Et arbitrable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, la fusion Orange Bouygues Telecom qui a échoué hier, c'était une cession d'actifs. Ce n'était pas tout Bouygues Telecom qui était en vente, c'était juste tout Bouygues qui était en vente, c'était juste la partie télécom. Donc on ne pouvait pas s'arbitrer correctement. Bon, en plus, c'était une rumeur. Donc, voilà. Donc il faut qu'on puisse s'arbitrer correctement. Une fois qu'on a descendu tout ça, on a notre univers investissable. Toutes les opérations qu'on peut regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans toutes, mais on a un univers d'opérations de pays développés sur lesquels on peut arbitrer correctement la décote de fusion-acquisition. Cet univers, on va le passer à la moulinette de Magma. Alors Magma, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données propriétaire que nous avons créée et mis en place en 2008 et 2009 qui analyse 3800 opérations dans le monde depuis 1998 et qui nous permet d'isoler un certain nombre de risques. Alors Magma, ça veut dire Merger and Acquisition Global Model Analytics. Donc en gros, c'est une base de données qui va se concentrer sur l'analyse de pourquoi est-ce que statistiquement une opération échoue. Ça va nous permettre d'objectiver le risque d'une opération. Alors en fait, cette moulinette, elle nous a dit, voilà, en moyenne, une opération elle a 7% de chance d'échouer. Mais il y a 4 facteurs qui font que ce taux d'échec, il ne va pas être de 7%, mais il va être supérieur à 15, voire supérieur à 20% dans certains cas. Ces 4 facteurs, alors quand on les lit là, ils sont faciles à trouver, ils ne sont pas si évidents que ça à la base. On pourrait imaginer par exemple qu'une grosse opération est plus risquée qu'une petite, parce qu'il y a plus de problèmes antitrust, tout ça, c'est faux. Donc en fait, il y a 4 réels risques qui font qu'une opération devient objectivement risquée. C'est, est-ce que c'est une opération hostile, qui sera forcément plus risquée qu'une opération amicale? Est-ce une opération à caractère financier, en comparaison à une opération à caractère stratégique? Donc financier, ça va être essentiellement tout ce qui est LBO ou MBO. Est-ce que ce sont des opérations qui sont de taille similaire? Est-ce que c'est un merger entre égaux? Et est-ce qu'il y a des réels problèmes de concurrence, notamment en Europe, aux États-Unis ou en Chine? Si un de ces 4 facteurs est présent, ça veut dire qu'on a une opération qui a une potentialité d'échec, une probabilité d'échec supérieure à 15%. Elle est plus risquée que si ces 4 facteurs n'apparaissent pas. Après, on a une série d'autres facteurs qu'on a mis, dont on a listé quelques bullet points là, la présence de controverses ISR, la présence de la nécessité de due diligence ou l'analyse des clauses de sortie qui révèlent quelque chose on va dire de peu fréquent. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que cette opération va être plus risquée, mais elle va avoir une plus grande volatilité. Donc, à la fin, on a un univers d'investissement qui passe à la moulinette de Magma, et on s'en ressort avec une série d'opérations A, qui va être en fait normalement risquée, donc 7% un peu moins de 7% de risque d'échec, des opérations C, plus risquées, donc qui vont avoir un taux d'échec supérieur à 15%, et des opérations B qui au milieu vont être plus volatiles. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Et bien là on se dit, là vous êtes en train de peut-être vous dire, ah bon, je suis tombé dans une gestion quantitative. Pas du tout. Là on a un risque qui est en effet quantitativement mesuré. Mais après on va analyser chaque opération, on va regarder son rendement, on va regarder son risque. Il est évident qu'on va demander un plus gros rendement à une opération C qu'à une opération A, vu qu'elle est plus risquée. On va regarder aussi s'il y a une potentialité de surenchère.
Et enfin, on va la comparer avec les autres positions dans le portefeuille, et on va se dire, ah bah oui, finalement, celle-là, elle est intéressante, parce qu'elle présente le même risque que l'opération d'à côté, mais elle rapporte un peu plus. Ou au contraire, elle rapporte un peu moins. À partir de ce moment-là, on va se dire, bon, bah alors, elle nous intéresse ou elle ne nous intéresse pas, cette opération-là. Donc là, déjà, on va choisir d'investir à peu près, selon les moments, entre 40 et 50% des opérations annoncées, des opérations pour nous investissables. Une fois qu'on a fait cette sélection, il faut savoir combien on en met. Alors forcément là, il y a une chose qui est vraiment prise en compte, c'est le downside. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération où on va payer 100% de prime, ou une opération où on va payer 20% de prime. Le risque n'est pas le même à la fin pour le fonds. Donc on ne va pas avoir la même calibration du portefeuille. Concrètement, ça donne quoi? Une opération A ou une opération B, elle va être entre 3 et 5%. Donc forcément, celles qui sont à 5% sont celles qui vont avoir la prime initiale la plus faible. Et les opérations C, c'est entre 1 et 2%. Forcément, il y en a moins parce que c'est plus risqué, mais ça rapporte plus. Concrètement, ces sommes de positions, ça donne notre portefeuille. Donc on est très diversifié, ça je le disais, entre 40 et 60 opérations. C'est vraiment une volonté de l'équipe. Et on a un taux d'investissement qui varie entre 40 et 120%. Historiquement, voilà. Donc là, vous avez le graphe. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on est à 57%. Déjà, vous pouvez voir que c'est des données qui varient beaucoup. Alors pourquoi être qu'à 57%? C'est une volonté assumée de notre part. On a 44 positions et on a décidé d'être extrêmement prudent dans le choix de notre position, de ne pas rentrer un grand nombre de positions que nous considérons comme trop risquées dans le contexte de marché actuel qui est très volatile. Enfin, on décide de piloter le fonds. Et par exemple, à certains moments, on peut décider, comme c'est le cas aujourd'hui, de ne pas avoir d'exposition au marché high yield et donc ne pas avoir de LBO. Parce qu'à la fin, le LBO, il doit aller se financer sur le marché, souvent high yield. On peut aussi décider de ne pas avoir d'opérations hostiles, parce que les contrats de mariage sont plus faibles, donc d'être que sur des opérations stratégiques, ce qui est aussi grandement notre cas aujourd'hui. Eh bien, j'ai envie de vous dire, voilà, ça marche. Ça, c'est la bonne nouvelle. En gris, vous avez le taux d'échec du marché tel que calculé par la base Magma. En gros, ça veut dire que si on prend de l'année 2015, si on prend notre univers investissable, 10,1% des opérations annoncées en 2015 ont échoué. En violet, vous avez le taux d'échec de notre fonds, de nos stratégies mises en place dans le fonds, et il est de 6,3%. En moyenne, notre gestion prudente et notre choix de position fait qu'on arrive à diminuer de 48%, de 50% à peu près, le taux d'échec du marché dans notre fonds. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'exemple de la bière. Donc, Sam Miller qui fusionne donc avec AB InBev. C'est AB InBev l'acheteur. Donc, il est à peu près... Si on regarde les parts de marché, Sam Miller, ça fait 12%. AB InBev, ça fait 20%. Il y a un encore plus gros, Molson Coors, qui fait 30%. Donc, on a bien un plus gros qui rachète un plus petit. C'est une opération amicale, c'est une opération en cash, donc pas de problème d'amicalité, pas de problème de taille. Par contre, comme je vous l'ai dit, rien qu'en entendant les parts de marché, en gros, on est en train de créer un acteur qui va avoir 32% de parts de marché. Ça veut dire que dans chaque bar où vous rentrerez, si vous commandez une bière, il y a une chance sur 3 que ce soit une bière du nouveau groupe. On perçoit déjà qu'il y a un problème de concurrence. Alors, à l'annonce, les deux acteurs ont d'ailleurs annoncé que c'était une fusion qui allait prendre beaucoup de temps, 1 an. Ça veut bien dire que ça va prendre du temps d'avoir tous les antitrusts, parce qu'il faut tout le monde boit de la bière, c'est ça qui est bien. Donc il va falloir à peu près demander à chaque pays du monde, est-ce que vous êtes d'accord pour que ces deux sociétés se marient? Donc ça va prendre du temps, et c'est donc un deal C uniquement pour des raisons de concurrence. Donc ça a été annoncé le 13 octobre 2016 et on pense que ça va à peu près arriver en échéance dans 1 an.
en octobre 2016. Ça a été annoncé en octobre 2015. Alors quand ça a été annoncé, ça rapportait 10% à peu près flat et 10% annualisé. C'était un gros spread, mais qui montrait le risque, qui matérialisait le risque antitrust qui existait. À l'époque, on ne savait pas trop comment allaient se passer toutes les démarches antitrust, et on a rapidement observé que finalement, il y avait une véritable volonté d'AB InBev d'obtenir ces autorités antitrust, et surtout de les obtenir vite. Très rapidement, ils ont décidé de céder une joint venture aux États-Unis, et pour obtenir très rapidement l'accord aux États-Unis. Vite, ils se sont mis en vente, ils ont mis en vente en Europe 2 marques, Grolsch et Peroni, qui sont maintenant rachetées par Asahi, pour obtenir plus facilement l'antitrust européen. Ils ont fait la même chose en Chine. Donc on voit qu'il y a une véritable volonté des 2 groupes de se marier et de se marier vite. Donc autant au début on n'avait pas cette vue sur leur volonté et leur conviction d'avancer, autant en début d'année, il nous est apparu que la volonté était réelle, les investissements se passaient bien, se passaient vite, et donc on a décidé d'initier une position. Alors quand on a initié une position en janvier, ça rapportait encore du 8% annualisé à peu près. Depuis, le titre a continué à rallier, et aujourd'hui, ça rapporte 5,5% annualisé, donc c'est toujours un deal C. On voit que le marché price un taux d'échec de 11%, donc c'est un peu moins que les statistiques 15% d'un risque C, mais ça reste très intéressant quand on voit l'avancée déjà et l'ensemble des pays sur lesquels ils ont eu le feu vert des autorités antitrust. On en a 1% dans notre portefeuille, donc comme je l'ai dit, ça rapporte 5,5%. Si on met 5,5% en rapport en perspective par rapport au rendement de taux court, ça reste extrêmement intéressant. Alors vous allez me dire pourquoi pas plus de 1%? Ben parce qu'il y a quand même un downside de 20% et que c'est quand même un deal C. Donc voilà, ça c'est notre travail au quotidien, donc de suivre toutes les avancées de l'antitrust, etc. sur cette genre d'opération. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne, notre nouveau fonds? Qu'est-ce que ça donne, ces sommes d'opérations dans nos fonds? Ça donne un fonds avec une volatilité de 1,6%, ce qui est 9 fois moins à peu près que le marché. Donc là, on l'a observé sur 3 ans. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a un saut de volatilité pourquoi il y a à la baisse comme ça? C'est la sortie de l'événement TNT, puisque la volatilité s'observe sur un an glissant. Donc on voit bien que depuis, elle reste très très basse, même dans un contexte d'augmentation de la volatilité des marchés. Enfin, des corrélations très faibles avec toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, la yield, le high yield, les commodités ou l'investment grade. Ce qui nous a même surpris, c'est la corrélation très faible au VIX. Et voilà, à la volatilité. Et bien concrètement, voilà ce que ça donne. Une performance de 2,78% annualisée sur 3 ans. C'est 1,09% year to date. Et surtout, la volatilité faible qu'on retrouve, donc 1,30%. Sur le graphe de droite, ce qui est très intéressant, c'est de vous montrer notre profil prudent. Si quelque part, s'il y a un message qu'on veut faire passer, c'est on a un fonds qui est extrêmement prudent, qui gère ses downsides. Et c'est ce qu'on voit sur le graphe de droite, avec une volatilité très faible, une performance satisfaisante et donc un ratio de Sharpe intéressant. Alors juste là, vous allez me dire, vous avez mis que 5 concurrents, c'est pas très fair. Alors on a pris les gens qui font globalement la même chose que nous. On n'a pas pris les gens qui font de l'event driven parce que dans ces cas-là, ils avaient une volatilité encore plus élevée. Donc on s'est vraiment comparé à ceux qui sont nos concurrents aujourd'hui. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un positionnement prudent. Donc on a 44 positions en portefeuille, on a un taux d'investissement de 57%. C'est à peu près notre positionnement depuis le début de l'année. Vous voyez que ça n'empêche pas la performance, vu qu'on est à 1,09% depuis le début de l'année. On est prudent, donc on a essentiellement des opérations notées A et B, 75%. Les opérations qu'on a notées C, c'est essentiellement des risques de concurrence, c'est pas de risque de financement et pas ou peu d'offres hostiles. Et enfin, on fait très attention à l'échéance des opérations. Dans un contexte de marché agité, on recherche des opérations ayant une convergence courte.
Ça, c'est très important pour nous. Alors, je vais conclure. J'espère ne pas vous avoir trop perdu en route en vous disant que voilà, on vous propose aujourd'hui, Ophi Risk Curve Absolu, c'est une solution avec une volatilité faible et une corrélation faible au marché. On espère que, voilà, je vous ai présenté une gestion qui est assez simple, qui est lisible, qui est, voilà, c'est les opérations qui se passent dans le marché, sur des opérations M&A. Il nous semble que c'est assez simple. Voilà, c'est simple. On a un processus de gestion qui est éprouvé. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. On a traversé plusieurs cycles de fusion-acquisition. On est dans un cycle porteur et il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça change. Donc on a un actif de 272 millions d'euros en augmentation puisqu'il est de 50 millions, puisqu'il était de 220 millions à peu près en début d'année. Enfin un fonds liquide, bon, je ne parle pas seulement de la bière, qui a été créé en 2004 et qui voilà, et qui n'a jamais suspendu sa liquidité. C'est important, hein, les sous-jacents sont liquides et l'adéquation de la liquidité du passif et de l'actif est bien respectée.